Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996, présente Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, bonsoir avant Toulouse-Lyon, la suite de cette 12e journée du Top 14. Eh bien, vous allez tout savoir sur l'actu rugby, mais pas que. Le Top 14, bien sûr, la belle victoire de La Rochelle. Et puis, retour dans quelques instants sur les temps forts de ce multiplex qu'on vient de vivre. On parlera également de rugby à 7, de l'équipe de France à 7 qui compte un nouveau joueur, un certain Antoine Dupont. Jérôme Daré sera avec nous à 19h45, l'entraîneur de l'équipe de France des garçons. David Courtex sera également là à 20h parce que c'est une année importante également pour les filles. Et puis Jean-Frédéric Dubois, l'entraîneur de Dax, sera avec nous à partir de 20h15. Voilà pour le programme, bien sûr. Mais l'équipe Sud Radio est là, bien sûr. Il y a Yohan Huget, il y a Philippe Songuero. Bonsoir, messieurs. Monsieur. Salut, bonsoir à tous. On est ensemble, bien sûr, 0826 300 300, les réseaux sociaux, le hashtag Sud Radio Rugby. Alexandre Priam qui est bien présent. On va répéter, pour ceux qui nous rejoignent, Alexandre, les résultats de ce multiplex qui a été quand même riche en émotions, et notamment pour l'une des grosses affiches de la soirée, qui était quand même la victoire in extremis de l'Union Bordeaux-Bègles aux dépens de Bayonne. Effectivement, ça s'est joué à peu de choses dans cette rencontre. Un seul point d'écart. Ah oui, exactement. Il n'y en a pas beaucoup. C'est dur. Directement boum pour Maxime Lucu. Non, mais tu dis ça parce qu'il n'y a pas Quentin Cabani, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui n'ait pas de cheveux dans ton viseur. Mais t'inquiète pas, Maxime Senna arrive. Non, Maxime Senna, a priori, tout va bien pour lui. Alors là, non, 24-23 pour l'UBB face à Bayonne. Le match nul entre le Stade Français Paris et Clermont. 14-14. Perpignan, il y en a 27-12. Pas de point de bonus offensif. Pas de point de bonus offensif non plus pour le Racing 92 face à Castres 34-30. Et puis le succès de La Rochelle à Pau, 29-20 en ouverture de cette 12e journée. Oui, on en parlera à partir de 19h15 avec notre invité Thomas Chauveau, l'entraîneur des avants de la section paloise. On reviendra sur ce succès de La Rochelle en patron du côté du hameau, et ça a été un match quand même serré et qui est dur pour les Palois. On y reviendra, défaite à 0 points. Mais concentrons-nous sur les 4 résultats qu'on vient de donner. Philippe Songuero, Yohan Huget, voilà, on va s'arrêter quand même sur ce match entre l'UBB et Bayonne. L'UBB, question toute simple, Yohan, l'UBB mérite-t-il, puisque c'est l'Union, mérite-t-elle sa victoire 24-23? On rappelle qu'à 10 minutes de la fin, ils étaient menés 23 à 17. 23-17. 23-17. L'UBB mérite amplement sa victoire. Ils sont allés vraiment se la chercher face à une équipe bayonnaise qui était venue avec des ambitions, qui était venue pour faire un coup à l'extérieur cette année. Ils avaient, à mon avis, ciblé Bordeaux. Voilà, ils ont presque fait le coup parfait. Mais l'UBB, cette année, a de la ressource collective, parce que c'est pas un exploit individuel. On avait l'habitude de voir des Jalibert marquer, sauver l'UBB pendant certaines périodes et années. Et là, c'est vraiment le collectif. Là, c'est Maxime Lucu, d'un gros travail collectif qui apporte la victoire. Mais ça a été les 5 dernières minutes, sincèrement, l'UBB n'a rien lâché et on sentait qu'il pouvait marquer à tout moment. Ouais, Philippe, même question. L'UBB s'en sort bien quand même quand on regarde le score. Est-ce que l'UBB mérite vraiment ce succès 24-23? Un peu moins catégorique que Yohan quand même, parce que on a senti les Bayonnais faire quand même le coup parfait, rivaliser dans tous les domaines. Donc après, comme le dit Yohan, il y a ce réalisme bordelais à la fin, mais l'UBB est quand même retombé dans ces travers dont on a beaucoup parlé en début de saison, notamment ces deuxièmes périodes sur laquelle là ils se sont fait peur aujourd'hui, avec un essai encore d'opportunisme de Bagé, mais qui met les Bayonnais devant au score à moins de 10 minutes de la fin du match. Voilà, mériter amplement leur victoire, je sais pas. En tous les cas, c'est un avertissement sans frais pour les Bordelais quand même, qui doivent être hausser le niveau à domicile s'ils veulent prétendre à ce à quoi ils aspirent avec cet effectif. C'est quand même clairement le top 6 et les phases finales. Une stat à retenir, Alexandre. Voilà, moi je vais plutôt dans le sens de Yohan. Je trouve qu'au final ça reste un succès mérité. 611 mètres parcourus balle en main contre 316, 153 percussions contre 87 et 153 passes contre 101. Quand même le volume de
jeu de l'Union Bordeaux-Bègles, je trouve, va dans le sens du mérite de ce succès. Est-ce qu'elle n'est pas trop joueuse finalement cette équipe? Ça c'est une autre question. Non mais Johan, on a l'impression qu'elle est entre guillemets un peu enfermée dans prisonnière un petit peu de son volume de jeu aujourd'hui, non? Quand ça passe prisonnière, pas... non, ils sont à domicile, donc ils ont envie de prouver, ils ont envie de se faire plaisir, ils ont envie de faire plaisir à leurs supporters qui répondent à chaque fois présents. Et c'est leur identité. Ils vont pas changer parce qu'ils tombent face à une équipe bayonnaise un peu plus accrocheuse que d'habitude. Mais en tout cas, ils respectent leur plan de jeu, leur identité, et je pense que leur salut passera par le jeu cette année avec l'équipe qu'ils ont. Est-ce que Philippe, ça fait du bien à la tête ce style de scénario, ou au contraire ça peut être un style de doute côté girondin? Un peu les deux, ça instille un peu de doute parce que par rapport au stade dont parle Alex, c'est vrai que ce qui manque peut-être à l'UBB, c'est cet instinct de tueur. On le répète, mais quand il y a une mainmise, une forme de domination sur les matchs, il faut savoir les tuer. Et c'est ce que l'UBB, pour l'instant, arrive quand même pas à faire. Alors après, ce qu'il faut retenir, c'est le caractère collectif et la capacité à aller renverser une situation et aller chercher une victoire importante. Donc il y a un peu des deux, mais en tous les cas, je pense que ce qui manque à cette équipe, et on l'a vu ces dernières saisons en phase finale, là ils se sont quand même densifiés en termes d'expérience du très haut niveau, mais quand on les a vus en phase finale, il y avait peut-être un peu de naïveté, l'incapacité à scorer dans des temps forts, à être tueur un peu plus, je sais pas comment le dire avec d'autres mots. Et là aujourd'hui par exemple, t'as 6 ballons perdus en touche. Tu vois, t'as 6 ballons perdus en touche quand même du côté de l'UBB. Est-ce que c'est dû à la fatigue globale et avec l'exigence du jeu, comme toi tu le mentionnes François, c'est peut-être une question à se poser. Et puis en défense, 83% de réussite au plaquage. Est-ce que aussi on peut y voir là le si gros volume de jeu qui pourrait faire perdre un peu en lucidité et en capacité au plaquage? C'est vrai que c'est peut-être une réflexion à mener. Oui, voilà pour ce match entre l'UBB et Bayonne, remporté donc par les Bléglo bordelais 24-23, 3 essais à 2. Pas de bonus pour les Bordelais. Un bonus offensif, un bonus défensif. Ça, c'est le match entre le Racing 92 et Castres. Le Racing l'emporte 34-30. Le Racing est-il un leader en trompe-l'œil? Voici la question qu'on peut se poser. Il menait 19-3 face au Castres. Ça semblait facile. Et puis finalement, ça s'est un peu délité pour terminer à 4 points. Johan Huget, ce Racing-là est-il un leader en trompe-l'œil? Trompe-l'œil, je sais pas, parce qu'ils arrivent quand même à gagner les matchs. Mais en tout cas, il y a un problème. Il y a un problème, on n'arrive pas à le déceler parce qu'ils arrivent à gagner les matchs. Mais c'est sûr que durant les 20 premières minutes, au bout d'un moment, j'ai tourné parce que j'avais envie de voir un peu de suspense et je me suis dit que ce match-là allait être plié avec une équipe castraise absente durant ces 20 premières minutes. Et le résultat final nous dit que cette équipe-là, on parle d'équipe tueuse. Oui, ils ont un problème, c'est que dès qu'ils prennent le score, que c'est un peu plus facile que d'habitude, mais cette équipe du Racing a le relâchement facile, on va dire. Elle a le relâchement facile, ça c'est pas bon pour garder même s'ils sont toujours leaders ce soir, hein, ils vont le rester, l'équipe du Racing. Félix Spanghero, c'est quand même des symptômes qui sont peut-être pas inquiétants, mais en tout cas à rectifier. Parce que c'est pas la première fois. À rectifier, mais ce relâchement, il est à remettre en perspective parce que sur les 2 dernières saisons, j'ai plusieurs scénarios de matchs en tête où le Racing les avait perdus en se délitant vraiment complètement en deuxième période avec un visage complètement changé au retour des vestiaires, des premières mi-temps très très aboutis, dominés. Là aujourd'hui, ils ont assuré l'essentiel. C'est vrai que comme Johan, quand j'ai vu à quel point cette équipe de Castres était en souffrance et notamment en conquête, en mêlée fermée, ça a été quand même très très compliqué pour le CO aujourd'hui. Ils en sont sortis par le jeu comme on les connaît depuis le début de la saison. Ils ont toujours recollé au score. Mais pour répondre à ta question, un leader en trompe-l'œil, je sais pas. C'est sûr que on n'a pas encore du côté du Racing ce match référence très abouti pendant 80 minutes en se disant que voilà, cette équipe, elle est au-dessus de toutes les autres dans ce top 6.
Ouais, en tout cas, est-ce que ça s'illustre par une stat particulière, Alexandre? Parce que moi, il y a une stat qui me dérange un petit peu du côté du Racing 92. 73 plaquages réussis, mais 20 manqués. Et c'est quand même vraiment pas un bon chiffre. À titre de comparaison, un Castres qui n'a pas beaucoup vu le ballon aujourd'hui a fait 173 plaquages, on a manqué 30. Donc ils en ont manqué 10 de plus, mais ils en ont fait 100 de plus, les Castrais. Et il y a un côté un petit peu, parfois je trouve, dilettante dans cette équipe du Racing 92. Et d'ailleurs, Clément en direct le disait très bien, Naïtouvi, il essaye d'aplatir de façon spectaculaire et il finit en touche en fait. C'est 28% de plaquage manqué. C'est 28% de plaquage manqué. C'est ça. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop. Elle est quand même hallucinante à ce niveau-là. Ça veut dire que, je sais pas les stats de possession, mais ça veut dire qu'ils ont eu le ballon tout le temps. Donc venir mourir à 4 points d'avance du CO. Et puis comme vous le disiez, je crois qu'il y a 3 ou 4 occasions d'essai. Ils font 172 passes à 66, tu vois, pour te donner un exemple, tu vois. 162 percussions à 78. C'est quand même un énorme écart. Ouais, effectivement. Bon, le Racing a surveillé quand même ces sautes d'humeur, manque de concentration. Ce manque de concentration. Moi, je le vois comme bon ça. Élève, relâchement. Mais pas très, mais voilà, des capacités, mais du relâchement. Exactement. Voilà. Le professeur principal, Monsieur Trio. Voilà, tout à fait. Mais je pense que Alex, dans une autre vie, t'as dû être prof. Enfin bon, mais en tout cas, j'ai un doute. Voilà. Même. Mais à contrario, le voisin du Stade Français qui a arraché le nul à la dernière seconde, quasiment 14 partout face à Clermont, deux essais à 1. Voilà, il s'en tire bien le Stade Français. Johan, là c'est plutôt élève laborieux, mais qui a du cœur. Le Stade Français, je pas vous. Plus non, je comprends, mais. Mais c'est plus Clermont qui doit gagner ce match. C'est pas laborieux, c'est que quand on tient ce résultat-là, on peut pas flancher dans les dernières secondes. Donc comme ils l'ont pu faire face à Bordeaux la semaine dernière. 35-40. Il y a des mots qui reviennent chez les Clermontois qu'il faut soigner parce que le championnat est en train de partir sans eux. Le Stade Français fait ce qu'il y a à faire, avec le cœur, le courage, ils font pas un beau match dans l'ensemble. Mais c'est plus Clermont qui me dérange sur ce match que le Stade Français. Ah ben je voulais, pour ce match nul 14 partout, je voulais éviter la question 2 points gagnés ou 2 points perdus, mais on y revient. Philippe, c'est qui a perdu les 2 points? Alors, en regardant la physionomie, on pourrait se dire que c'est Clermont. Mais si on s'arrête vraiment au plan comptable, ces 2 points sont quand même très importants dans la dynamique. Parce qu'on en parlait hier, sans prendre de points aujourd'hui au Stade Français, Clermont regardait plus que vers le bas. Là, mine de rien, ces 2 points, ils font un peu la différence quand même. Ils les mettent à 6 points de Lyon, qui est avant de jouer le relégable, enfin le barragiste. Donc il y a quand même dans la dynamique, aujourd'hui quand on regarde le classement, Clermont a 26 points. Ils sont à 4 points de Castres 6e avant les matchs qui restent à jouer. Donc malgré tout, c'est 2 points quand même très précieux pour pas être trop dans la dynamique du bas. Donc après, quand on revient bien sûr à la physionomie du match, il y a beaucoup mieux à faire pour les Clermontois. Ils savent qu'ils en sont capables. Maintenant, par contre, il faut qu'ils arrivent à accrocher des matchs parce que les dynamiques de victoire comme de défaite, elles vont vite. Et avec cette défaite à domicile contre l'UBB, ce match qui leur échappe aujourd'hui, c'est quand même pas très rassurant dans la construction de la confiance. Clermont qui avait récupéré 10 ballons au Stade Français Paris aujourd'hui quand même. Ils ne se sont pas finalement assez bien payés peut-être sur tout cet effort au sol. Ouais, et ça n'a donc pas été récompensé. On soulignera bien sûr le fait que l'USAP quitte la zone rouge. Voilà l'un des faits marquants de la journée. Mais dans un instant... Bien aidé par les 16 fautes d'Oyonnax. Ouais, 27-12, on rappelle. Voilà, l'USAP qui respire un petit peu, qui a le sourire. Ça fait plaisir à nos amis catalans qui écoutent très nombreux Sud Radio. Mais on va aussi faire une petite pause pour parler des Béarnais de Pau, battus aujourd'hui par le Stade Rochelais. C'était cette 12e journée du Top 14 que l'on suit bien sûr sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio.
Au cœur de la mêlée, Yoann Huget, Philippe Spanghero, Alexandre Priam, toute l'équipe Sud Radio est là bien sûr. Et notre invité ce soir, Thomas Chauveau, l'un des membres du staff, un des entraîneurs de la section paloise, battu aujourd'hui par La Rochelle à domicile, 20-29. La section toujours dans le top 6, 5e ce soir. Bonsoir Thomas Chauveau. Bonsoir. Merci d'être avec nous. J'imagine que d'abord merci parce que voilà, on s'était dit qu'on sera ensemble ce soir et même si ça n'a pas souri, vous avez tenu le rendez-vous. Bon, c'est la première défaite à domicile de la section. Elle vous apparaît dure quelques heures après le match? Dure, non. Frustrante, ça c'est sûr. Parce qu'on a eu beaucoup d'occasions de marquer des points et on a vraiment manqué de réalisme près des lignes. Tout l'inverse des Rochelais qui ont été ultra pragmatiques. Alexandre, Yoann, oui. Bien sûr. Alexandre, vous aviez tout à l'heure parlé des stats notamment. J'imagine qu'elles ne doivent pas laisser insensible Thomas. Hein. Oui, non, mais on a évoqué tout à l'heure sur Sud Radio la performance notamment au plaquage de Grégory Aldrit, 20 sur 20, 139 plaquages réussis, 11 manqués côté Pau aussi, c'est très très bon. Mais Thomas Chauveau, la semaine dernière à Oyonnax, il y avait eu un déficit d'agressivité, d'envie à l'extérieur. Ça avait été pointé du doigt par Michael Capelli à l'issue du match et on l'avait écouté sur Sud Radio. Est-ce que vous avez retrouvé ça aujourd'hui? Est-ce que c'est seulement des prises de décision dans les zones de marque qui ont posé problème aujourd'hui et du coup que l'agressivité est revenue? Bon, pour l'agressivité, l'engagement, il y a eu aucun problème là-dessus. De toute façon, quand tu es pas dans l'engagement contre le Stade Rochelais, généralement, ça se voit assez vite, on va dire. Donc là, on était vraiment dans le match toute la partie. Donc c'est pas du tout là-dessus qu'on a été défaillant. Au contraire, on a largement rivalisé avec leur gros gabarit, on va dire, notamment dans leur pack. Après, nous, on a clairement manqué de réalisme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, il n'y a pas que ça. Je pense qu'aussi, on a été un peu fébrile pour les laisser entrer ou leur donner des points un peu facilement, soit par les pénalités du Goréeus en première mi-temps, pour notamment mener 9-3, soit pour marquer ces 2 essais en deuxième mi-temps, puisque sur l'ensemble du match, ils sont rentrés 3 fois dans nos 22 mètres et ils ont marqué 3 fois. Donc, c'est là-dessus un peu où on est frustré, parce que bon, je pense qu'on avait matière à mieux faire et à les tenir un petit peu plus loin de nos lignes et concéder des points un peu moins facilement. Yoann Huget pour Thomas Chauveau, un des entraîneurs de la section paloise, entraîneur de devant notamment, enfin des avants. Non, ouais, devant, après c'est un peu toute l'équipe, mais c'est vrai qu'on a senti, bonsoir Thomas, excusez-moi, on a senti une équipe, enfin ton équipe en début de match. Alors, je sais pas si c'est le fait de recevoir La Rochelle, mais où vous avez axé sur l'agressivité, mais pas mal de fautes de main, notamment alors, peut-être un peu de précipitation. Et j'ai 2-3 exemples comme ça durant les 20 premières minutes où vous êtes à 2 doigts de breaker et à chaque fois il y a ce petit en avant ou cette scorie qui vous fait peut-être douter aussi au fur et à mesure du match. Oui, alors après, honnêtement, je pense pas que ce soit lié à l'adversaire, le fait que ce soit La Rochelle, puisque de toute façon, on est habitué maintenant à recevoir des gros morceaux chaque fois qu'on joue à domicile. Mais c'est vrai que par rapport aux autres matchs où on avait gagné à domicile, on a été beaucoup moins réaliste, notamment en première mi-temps. Il y a eu cette action où Zala tape à suivre, il prend un petit crochet. Derrière la réception, on peut marquer l'essai, mais on marque pas. C'est ce genre d'action qui nous laissait un des regrets, parce que c'est vrai que La Rochelle, par moment, a été dominée. On a quand même réussi à rentrer 10 fois dans les 22 mètres. C'est quand même signe qu'on a réussi à faire des choses bien, mais quand on leur a mis la tête sous l'eau, on n'a pas réussi vraiment à les noyer en fait. Donc ils ont à chaque fois encaissé peu de points ou ils ont vraiment limité la casse tout le temps. C'est ce qui les a un petit peu laissé dans le match. Et puis on arrive quand même malgré tout à tourner à 14-9 à la mi-temps avec l'essai de Samézéala juste avant la pause, et on prend 10 points dans les 5 premières minutes, je dirais, de la reprise de deuxième mi-temps, ce qui les relance complètement dans le match. Si on avait réussi à accroître un peu notre avance à ce moment-là, à 14-9, au moins rester stable, je pense que la deuxième mi-temps va plus être différente, mais elle est un peu à sens unique, puisque on perd la deuxième mi-temps 20-6, donc c'est quand même lourd. Philippe Spanghero pour Thomas Chauveau, entraîneur de la section paloise. Oui, bonsoir Thomas. Alors, pas de question, mais peut-être un commentaire. C'est vrai qu'on a vu très souvent le caractère collectif de la section revenir dans des matchs compliqués à domicile que quand vous étiez dominé, surtout en première période. Donc, est-ce que quelque part le fait de tourner à la pause de façon favorable avec quand même une première mi-temps assez largement dominée en termes d'occupation et de possession, les stats étaient quand même assez impressionnantes quand même à la mi-temps. 70% d'occupation notamment.
Ouais, c'est quand même assez impressionnant en termes de stats en première période. Est-ce que il y a ce relâchement à la mi-temps du fait de cette première mi-temps aboutie? Est-ce que vous l'avez ressenti? Non, en tout cas, nous, dans le briefing avec les joueurs à la mi-temps, on n'était pas trop satisfaits, notamment des 9 points qu'on avait concédés, puisque c'était vraiment des points trop faciles. Nous, on a un peu remobilisé les joueurs. On était dans le match, mais on n'était pas satisfaits déjà. Donc, je sais pas, après c'est toujours dur de comprendre pourquoi on a fait ce début de deuxième mi-temps. Et malgré cela, on a quand même des opportunités pour revenir. On a des opportunités de marquer des essais en deuxième mi-temps qu'on ne concrétise pas. Puis après, il y a cette pénalité de Joe Simmons qui tape le poteau à la 72e, je dirais, 73e. Où là, si elle rentre, on passe devant d'un point à 23-22. Donc, on avait encore des opportunités de revenir, même avec ce mauvais début de deuxième mi-temps. Et contrairement à d'habitude, sur les matchs à domicile, on n'a pas du tout été réaliste. On n'a pas réussi à les concrétiser. Et on sait que contre ce genre d'adversaire, et en général dans le top 14, c'est quand même ce qui fait la différence. Thomas, est-ce que le fait aussi d'être invaincu à domicile, je crois que c'était le 7e match aujourd'hui à domicile, est-ce que c'était un poids aussi pour les joueurs, et est-ce que là finalement ça peut, essayons de voir le bon côté, mais les libérer? Moi, je l'ai pas ressenti comme un poids. C'était quelque chose, on nous le disait souvent, on nous le répétait. Je sais que c'était sûrement une source de motivation pour les Rochelais. Puis pour l'anecdote, c'est la dernière défaite à domicile, c'était déjà La Rochelle l'an dernier. Par contre, nous, on s'attendait aussi à ce que cette série potentiellement elle s'arrête. Vous suivez le top 14 attentivement, vous savez qu'il y a très peu d'équipes par an qui restent invaincues de domicile. Je crois une seule l'an dernier, le Stade Toulousain, et qui avait fait un match nul encore. Donc, nous, on savait qu'elle s'arrêterait sûrement un jour. Le plus tard possible évidemment, mais on l'a pas vécu comme un fardeau, honnêtement. C'était un petit peu grisant. Nous, ce qui évolue quand même chez nous cette année, c'est le public, c'est les affluences qu'on a, c'est l'enthousiasme et ce qui se passe dans le stade les jours de match maintenant. Ça, c'est clairement encore plus fort que l'année dernière. Donc ça, on avait hâte que ça continue et pouvoir en profiter. Et malheureusement, ça va s'arrêter. Une dernière petite question pour Thomas, Alexandre. Oui, je me posais notamment la question du calendrier pour la section paloise. Alors là, il y a 2 matchs de Challenge Cup au Cheetahs, et contre les Zèbres. Et contre les Zèbres, et voilà. Et puis ensuite, et donc il faudra aller à Montpellier, puis recevoir Castres et aller à Bordeaux. Voilà, ça c'est jusqu'au 17 février. On sait que vous avez eu plus de matchs à domicile qu'à l'extérieur sur cette partie de saison pour le moment. Est-ce que quels sont vos ressorts pour justement enfin performer à l'extérieur, parce que ça reste malgré tout un petit souci récurrent. Est-ce que vous avez identifié des choses à travailler spécifiquement? Complètement. Donc là, aujourd'hui, on a reçu 7 fois, on s'est déplacé 5 fois, donc on va aller à Montpellier pour terminer la phase aller, ce qui nous mettra à 7-6. Et puis après, effectivement, il y aura la réception de Castres. Nous, c'est sûr qu'on montre aujourd'hui 2 visages. Alors même si on a perdu aujourd'hui, on a malgré tout été conquérant et fait quand même une partie intéressante sur un secteur. Nous, on a du mal à enchaîner. C'est un peu le lot de plusieurs équipes de 14 à montrer le même visage à l'extérieur. Ce qu'on voit clairement, c'est que parfois en termes d'engagement ou de maîtrise, on n'est pas dans les clous d'un match sur l'autre. Comment on l'explique? Nous, on sait qu'on est en croissance, on est en développement. Il faut savoir que l'année dernière, on s'est maintenu la dernière journée, on a fini 12e. Cette année, c'est sûr qu'on a fait un très très bon départ. On a encore du mal à être régulier et constant dans nos performances. On est déjà très content des performances qu'on a faites jusqu'à présent, jusqu'à celle d'aujourd'hui à domicile, ce qui était déjà une évolution par rapport à la semaine dernière. Et aujourd'hui, on a du mal à répéter ça chaque week-end, mais c'est parce qu'encore c'est pas acquis et on fait pas partie encore des mastodontes de ce championnat qui ont un peu plus l'habitude de gérer ces longues saisons qui s'éternisent dans le top 14 avec des cycles qui peuvent durer quand même très longtemps et qui, il faut savoir les gérer, ce que font plutôt bien, on va dire, les très gros effectifs de notre championnat. Ouais, et c'est vrai que c'est une année particulière de ce point de vue-là, puisque la Coupe du Monde est venue couper la phase aller avec une grosse pause entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Merci Thomas Chauveau, entraîneur des avants de la section paloise. Et le staff, il y a également Thomas Domingo et le patron Sébastien Piqueronis. Merci à vous en tout cas et bonne Challenge Cup à la section toujours 5e de top 14. Allez, on se retrouve dans un instant. On va faire le tour de l'actualité avec Yoann Huget et Philippe Spanghero, puis on parlera de Seven, l'équipe de France masculine, l'équipe de France féminine. Ce sera à partir de 19h45. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio.
Au cœur de la mêlée avec vous les auditeurs Sud Radio, les passionnés de rugby. On vous rappelle le grand rendez-vous de la soirée, le Stade Toulousain face à Lyon. On va le vivre en direct, en intégralité bien sûr, mais le grand rendez-vous que l'on vit en ce moment, c'est au cœur de la mêlée avec Philippe Swanguero, avec Yoann Huget, avec Alexandre Priane, avec toute l'équipe et avec vous au 0826 300 300. On peut également interagir sur les réseaux sociaux Sud Radio, sur l'appli, vous pouvez nous suivre, on est en vidéo. Voilà, on vous dit bonjour si vous nous suivez bien évidemment, et sur le site Sud Radio, le site internet. Voilà, on est tous ensemble, bien sûr, pour parler de rugby, c'est la 12e journée. Mais on aime bien aussi, vers 19h30, se poser un petit peu, faire le tour de table de l'actualité et honneur à ceux qui suivent l'actualité de façon très très assidue. C'est Philippe Swanguero, Yoann Huget. On va commencer par Philippe. Qu'est-ce que tu as retenu cette semaine ? Ça peut être rugby et aussi non-rugby. Bon, alors je vais sortir du rugby une fois n'est pas coutume et je vais parler de basket. J'ai lu l'entretien là de Tony Parker qui a limogé son entraîneur, l'ancien sélectionneur italien. Il a déjà limogé son frère quelques semaines plus tôt. Ouais, mais donc, avec l'italien, ça s'est pas bien passé, hein. Mon Dieu. On sent que c'est une année compliquée du côté de l'Asvel et j'ai été au-delà de ça surpris par les mots quand même très durs de Tony Parker, disant que ça avait jamais été un premier choix. Que c'était incroyable d'avoir aussi peu d'esprit de compétition. Donc voilà, je me suis pas vraiment intéressé à la situation de la avant ça, mais j'ai trouvé la sortie d'une dureté quand même rare. Et donc c'était ma petite actu de la semaine. Ouais, abrasif quoi, le Tony Parker. C'est vrai que c'est pas évident d'être un président qui a été joueur et quel joueur qui est fait partie du Hall of Fame de la NBA. C'est vrai que pour un entraîneur qui arrive, ça doit pas être évident ça quand même. C'est pas tous les jours qu'on a un président qui connaît mieux le métier peut-être que soi quoi. C'est ça. C'est ça. Et là, l'entraîneur, il va expliquer le système de jeu à Tony Parker. C'est un peu difficile à accepter, je pense. Ouais, il doit falloir. Enfin, quand on commence le tableau noir là, il doit falloir être sûr de son truc. Donc visiblement, ça collait pas quoi. Ça collait pas. Bon, bref, on suivra ça. Yoann, toi, qu'est-ce que tu retiens dans l'actualité cette semaine ? On avait parlé un peu la semaine dernière. C'est le retour de Nadal, Rafael Nadal, au bout d'1 an. Voilà, il revient, il se fait un petit quart de finale. Il a 3 balles de match, avec encore une petite gêne au psoas. Et malgré tout, on pense qu'il est indestructible, ce mec. On a envie qu'il joue jusqu'à 60 ans, parce qu'il nous fait plaisir, il nous fait rêver, il nous donne envie. Et on se dit qu'avec lui, tout est possible. Il s'arrête 1 an, on voit les autres joueurs. Il est sur une autre planète et on a envie que ça dure. On prend beaucoup de plaisir à le voir jouer en tout cas. Ouais, mais c'était aussi mon choix et je suis un petit peu moins positif, Yoann, parce que là ces dernières heures, il y a quand même une inquiétude qui arrive chez Rafael Nadal en conférence de presse à l'issue de la défaite face à Thompson. Il confirmait qu'il avait un petit peu mal effectivement au psoas à la hanche gauche dans la zone opérée. Il dit c'est sûr que ce n'est pas la même chose. Là, ça me semble être le muscle et avant c'était le tendon, mais il a ajouté si ce que j'ai ressenti n'est pas grave, ça restera une semaine très positive à Brisbane. Par contre, si c'est quelque chose de grave, et on va vite le savoir, ce ne sera pas une semaine positive. On verra comment je me sens lors des 2 prochains jours. Si je ne me le sens pas bien, on ira faire des tests pour contrôler et ce sera difficile de jouer à Melbourne. Voilà, pour l'Open d'Australie. Donc c'est quand même, on espère que c'est juste une petite fatigue musculaire, rien de plus pour Rafael Nadal qui a dû énormément travailler pour arriver pour faire ce retour. Mais on espère que c'est pas plus grave que ça pour l'Espagnol. Ouais, mais alors du coup t'as quoi comme choix, Alex, en 2? En deux, tiens, j'ai envie de parler de Coupe de France. On s'est dit avec Maxime Siana qu'on allait parler de Coupe de France, et c'est vrai qu'on arrive dans cette période où les amateurs jouent les professionnels, avec des rencontres super sympas. Alors bon, ça a été difficile pour Golden Lion, le club de Martinique ou de la Guadeloupe, j'ai perdu le... De Martinique. Exactement. Ouais. De Martinique. Ouais, face à Lille, 12-0. Bon, compliqué. Très compliqué. C'est simple. Ouais, ça fait quand même beaucoup. Mais là, par exemple, actuellement, Sannois-Saint-Gratien, alors on n'est pas sur des amateurs. Face à Bordeaux. Face à Bordeaux, c'est un partout actuellement. Comment ? Dernier de National 3 quand même.
Oui, mais bon, oui, c'est vrai que Danny National 3, c'est vrai que à l'époque, c'était fort Sanois Saint-Gratien. Tu vois, malgré le but de Sekou Baradji, tiens, pour cette équipe de Sanois Saint-Gratien, l'ancien joueur du Red Star, et qui donc met un petit peu Bordeaux en difficulté actuellement, un partout, entre Sochaux et Lorient, un partout aussi. Et puis, là, par exemple, il y a Chinon-Cinet, si vous aimez le vin, qui est en train de perdre face à Strasbourg, 3-0 à la 75e. Oui, alors moi justement, c'est de ce match dont je voulais parler. C'est Avoine contre Strasbourg, c'est 32e de finale, effectivement. Et c'est un article que j'ai lu ce matin chez les confrères de l'équipe, où en fait l'entraîneur d'Avoine est un ancien pote de Patrick Vieira lorsqu'ils étaient en cadets nationaux à Tours. Voilà, ils faisaient chambre ensemble, et donc je trouve ça plutôt sympa parce que les deux entraîneurs, les deux anciens copains ne se sont jamais revus, et ils ont partagé la chambre pendant 2 ans, et donc cool. L'article est plutôt sympa. L'Avoine Olympique Chinon Ciné. C'était à Tours, c'est ça qu'ils étaient ensemble. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, le match se joue à Tours ce soir. Ils jouaient au Tours FC, voilà, et donc l'un était gardien de but, l'autre était déjà milieu de terrain ou arrière, déjà grand. Donc il y a une petite photo où à l'époque en 91, où il jouait avec les cadets nationaux, et donc c'est rigolo. Donc du coup il y avait dans l'interview il y avait des échanges, on sentait que ils se sont appelés, je crois, et puis ils étaient contents de se revoir 30 ans après, et je trouve que la Coupe de France elle amène aussi ça, et je trouve que ça serait pas possible une Coupe de France en rugby, mais ça serait dangereux pour les amateurs ou les semi-professionnels, mais je trouve qu'elle réserve ces belles histoires, et ça c'en est une. Voilà. Alors ce qui est rigolo, il y avait Armand Rimbaud, donc l'entraîneur d'Avoine, qui disait au sujet de Patrick Vieira: parfois on se prenait la gueule comme ça peut arriver avec ta femme, puisqu'ils partageaient le même appart ou la même chambre, mais c'est ce que j'aimais bien avec Pat, c'était net, il n'y avait pas de coup tordu, tu l'as emmerdé, il te le disait. Et donc voilà, donc je trouvais ça, c'était une belle histoire connexe. Pour continuer sur la Coupe de France ce soir, demain soir, super histoire encore, Revel, Paris Saint-Germain, à Pierre Fabre, à Castres, et Sud Radio il sera pour vous en parler en avant-match et pour vous faire un reportage complet avec Rémi Mességuet. Revel, on retrouvera d'ailleurs tout ce soir à Toulouse. Le village de Laurent Labitte, entraîneur aujourd'hui du Stade Français, donc qui sera dont le cœur sera pour Revel ce soir, demain soir face au Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'elles sont belles ces histoires. Est-ce que toi, Johan, tu as des souvenirs comme ça de joueurs avec qui tu as partagé des choses dans les catégories jeunes, et puis que tu n'as plus revu, perdu de vue, et qui sont encore au niveau amateur? Que j'ai perdu de vue, forcément, s'ils sont encore au niveau amateur, parce que nos vies elles prennent une autre tournure, mais en tout cas, les gens avec qui j'ai pu jouer au niveau amateur ou chez les jeunes, je suis toujours resté en contact. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir, pour une fois, quelques Apaméens, même au Stade Toulousain. Philippe en fait partie. Le Prada Club, notamment. Ouais, même si je t'ai pas invité au Prada Club, on est toujours resté un peu en contact. Ils font des repas de Noël. Bon, même si je suis pas encore invité, c'est toujours un plaisir de voir qu'ils sont. Il y avait qui dans ce Prada Club? Rappelons-le quand même, avec Philippe Spanghero. Philippe Spanghero, le président. Ensuite, il y a son frère, vice-président. Nicolas, bien sûr. Après, il y a Julien Reynaud, Marc Giraud qui a joué à Agen et à Mont-de-Marsan. Julien Reynaud qui a joué à Albi, capitaine d'Albi. Qui avait d'autres. Beaucoup de troisième ligne, quoi. Ouais, c'est pour ça. Des troisième lignes très bien habillés. Ouf, ça c'est entre les piliers et la nouvelle génération de piliers qui arrive et les troisième lignes de l'époque. Il y a vraiment une concurrence acharnée. Parce qu'au Stade Toulousain, les piliers sont bien habillés. Ah oui, les piliers. Tout ça, le vestiaire du Stade Toulousain est très bien habillé. C'est un point d'honneur. Il y a des fashionistas en claquettes. T'as des noms à nous donner, j'espère, Johan. Non, mais on voit la transformation des joueurs qui arrivent, et au bout de quelques années, à force de prendre quelques réflexions, mais ça fait partie. J'avais lu aussi qu'en Italie, il fallait arriver en costard au vestiaire. Bon, on n'a pas poussé jusque-là.
Mais en tout cas, on essaie d'arriver bien habillé, c'est important. Philippe Spanghero, est-ce que vous voulez réagir aux propos de Johan Huget? Philippe, il est champion du qui je suis, il est intouchable, de toute façon. Non, je souris parce que c'est vrai que j'ai plein de souvenirs qui me viennent en tête là quand on parle de ça. Parce que l'anecdote du nom, le Prada Club est arrivé au Maroc lors d'un séjour épique de fin de saison en Espagne. Donc oui, il y avait quand même une drôle de génération avec Maxime Médard, Johan Huget, Virgile Lacombe. Voilà, j'ai eu le plaisir de jouer avec eux. Non, pas grand-chose à dire de plus. Honnêtement, tout a été dit là-dessus. Voilà, les belles histoires du sport et en tout cas de la Coupe de France de foot. Voilà, pour revenir à ce choc entre Avoine et tu sais, François, et que t'as loupé quelque chose, hein. Qu'est-ce que j'ai loupé ? Semaine dernière, il y a eu un qui je suis avec Nicolas Delage, Johan Huget et Philippe Spanghero. Ça s'est très mal passé pour Johan. Très très mal passé pour Johan, éliminé en demi-finale. Il y aura revanche ce soir, bien évidemment. Mais voilà, il y a eu des je ne te parle plus, des choses comme ça. Je pense qu'entre Philippe et Johan, il y a eu très peu de textos cette semaine. Ah oui, c'était tendu. Bon, ça peut arriver. Hein. Ça arrive à tout le monde. En tout cas, c'est une nouvelle année, hein, les amis. Donc voilà, on repart sur du neuf. Hein. J'espère quand même que ça va mieux en 24. Tu dis ça parce que tu sens que tu vas gagner. Pardon ? Il y a François, Johan et Philippe. Voilà. Ça promet, on va se régaler. Mais on va parler quand même de rugby à 7 dans un instant. Jérôme Daré qui va être notre invité parce que la semaine a été très animée pour l'équipe de France à 7. Un certain Antoine D est allé à Marcoussis rencontrer ses nouveaux partenaires. C'est Antoine Dupont, voilà, qui bien postule pour faire les Jeux Olympiques et du coup qui s'est mis au travail avec l'équipe de France à 7 et donc son entraîneur Jérôme Daré qui sera avec nous à 19h45. C'est une grande année pour le Seven, comme on dit, parce que c'est une année olympique. Les Jeux arrivent à Paris. Les garçons sont concernés. On va en parler avec Jérôme dans un instant. Et puis à 20h, David Courtex sera avec nous, l'entraîneur des filles. C'est autant, on va dire, de chances de médailles pour l'équipe de France et pour le rugby français. Voilà, David Courtex qui sera avec nous à partir de 20h. Voilà, vous restez avec nous. Vous pouvez bien sûr intervenir quand vous le voulez au 0826 300 300 et Philippe et Johan sont avec nous, tout comme Alexandre. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Avec vous les passionnés de ballon ovale, de tous les rugby. Le rugby à 15, on l'a vécu, on le vivra encore ce soir avec un Toulouse-Lyon. Et puis le rugby à 7, on le vit bien sûr tout au long de la saison. On suit ce circuit mondial, vous êtes des habitués. Et Jérôme Daré, l'entraîneur de l'équipe masculine, de l'équipe de France masculine, est avec nous en direct. Lui aussi, il est habitué de l'antenne Sud Radio. Salut Jérôme. Bonsoir François. Merci d'être avec nous. Johan Huget, Philippe Spanghero, Alexandre Priam, tout le monde est autour de la table, tout comme les auditeurs Sud Radio qui sont les bienvenus au standard au 0826 300 300. Jérôme, bonne année déjà. Et quelle année 2024, ça y est. Toi, tu sens, au-delà du cas Antoine Dupont, on va y venir, mais tu sens que cette année, voilà, il y a une attente particulière. Alors oui, meilleurs vœux à tous déjà, bien sûr. Et puis oui, on est sur une année magique, on va dire ça comme ça. 1924, 2024, voilà le grand écart. Les Jeux Olympiques reviennent à Paris, ça va être extraordinaire. Et puis oui, il y a cette espèce de magie qui s'opère. Je sais pas trop expliquer, c'est un peu mystique cette histoire-là, mais ouais, on sent les choses monter en puissance et voilà, on a envie d'aller chercher beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup de détermination aussi et vraiment de vouloir se régaler pour régaler un peu tout le monde. Ouais, et pour toi, Jérôme Daré, entraîneur de l'équipe de France masculine A7, ta vie a un petit peu changé mercredi parce que tu as un nouveau joueur dans ton équipe. Tu es l'entraîneur aussi d'Antoine Dupont. Ouais, alors c'est un énorme privilège, bien entendu, de pouvoir avoir accès à ce calibre de joueur, à ce standard de joueur, bien évidemment. Mais voilà, c'est avec tout ce qu'il amène autour de lui, ça amène quelque chose de nouveau autour de l'équipe de France de rugby à 7. Voilà, c'est cette puissance-là. Et puis quelque part, c'est un bon exercice pour nous, puisque ça va monter en puissance forcément jusqu'au mois de juillet prochain. Donc c'est assez extraordinaire. Et puis voilà, je crois que les choses sont calibrées depuis un certain temps. Elles se construisent depuis pas mal de mois maintenant. Et on va arriver à faire monter tout ça en puissance pour espérer
conclure tout ce projet de l'équipe de France à 7 au mois de juillet de la meilleure des façons. Oui, Johan Huget est avec nous, Philippe Spanghero, Alexandre Priam. Messieurs, une question peut-être Johan pour commencer. Oui, bonne année déjà et bon courage parce que tu as affaire à un joueur qui va pas mal râler en tout cas à l'entraînement. Il faut pas falloir mettre les entraînements trop tôt. On a quelques tips si tu veux. non, blague à part, mais c'est le premier entraînement. Je pense qu'il s'est bien passé, mais est-ce que tu as pu voir un peu le travail qu'il y avait à faire pour la mener son maximum de ses possibilités sur le rugby à 7? Bah, bien sûr, alors on a identifié pas mal de choses. Ça va, Johan, bonne année aussi, pardon. Mais c'est le travail qu'on a à faire, il est surtout sur accompagner l'intégrité un peu du joueur à pouvoir supporter la charge du rugby à 7. Voilà, ça c'est le petit chemin qu'on a à faire, mais il est quand même sur des standards très élevés. Ça a été très identifié, très analysé entre Stade Toulousain et nous, bien entendu. Mais après, sur la compétence terrain, si je puis dire, ça appartient aux joueurs aussi de l'embarquer. On a construit tout ce schéma-là. Il y a des joueurs qui rentrent régulièrement en équipe de France rugby à 7. C'est pas une équipe figée, bien entendu. Elle est obligée de maturer, d'évoluer au fur et à mesure que la saison avance, parce que rugby à 7, c'est un sport très très exigeant, extrême, et où on a besoin d'ouvrir un petit peu les débats en permanence. Et on a des joueurs qui sont là, qui sont dans cette dynamique d'accompagnement, d'effet contagion et de construction des joueurs entrants. Donc c'est tout ça qu'il faut arriver à construire, ces relations, ces interconnexions, connexions pour pouvoir performer et faire en sorte que le produit fonctionne en équipe. Parce que l'essentiel et l'obligation est de devoir fonctionner en équipe. Alors pour revenir sur le fait que on peut râler à certains moments. À 7, on n'a pas le temps de râler. Je vous garantis que quand le jeu est parti, il faut vite passer à autre chose. Même quand les entraînements sont partis, voilà, il faut de suite être dans l'action, prendre l'instant présent, oublier ce qui s'est passé juste avant, que ce soit très positif ou très négatif d'ailleurs, parce que tout est remis en question à chaque seconde. Donc, 2 fois 7 minutes voilà. En poule, on le rappelle, et puis ensuite en phase finale, c'est 2 fois 10 minutes. C'est d'une grande intensité. J'ai assisté, moi, à l'entraînement mercredi, entraînement où il y a eu pas mal de méthodes, on va dire. Voilà, c'était très raisonné. Il n'y avait pas, bien sûr, de plaquage, mais on a vu beaucoup Antoine Dupont à tes côtés, Jérôme. Voilà, un peu qui participait, bien évidemment, mais vous avez beaucoup parlé avec lui. Enfin, tu as beaucoup parlé avec Antoine. C'était quoi les questions d'Antoine ? Oui, c'était un entraînement rugby méthodique, voilà, parce qu'on a une vraie terminologie d'optimisation de la performance, et méthodique, c'est un peu dans le jargon du rugby à 15, on appelle ça clarté, mais à 7, c'est quand même avec pas mal de mouvements quand même. C'est avec une intensité un peu plus élevée. On a parlé beaucoup de structuration, d'organisation du jeu, parce qu'il y a quand même tout un tas de principes et tout un tas d'organisation qu'il faut maîtriser. Et l'objectif était quand même de lui amener de la matière, notamment autour des coups d'envoi et ce qu'on appelle, nous, l'organisation des CPP, c'est-à-dire des coups de pied de pénalité posés, puisqu'il y a des enclenchements et des lancements de jeu autour de ça. Donc le mapping, le placement, les organisations, avant de rentrer après plus en profondeur sur le système de jeu sur lequel il travaille déjà au travers de la vidéo, mais voilà, de le vivre, de se questionner et de comprendre les mécanismes autour de la maîtrise du tempo, des changements de rythme notamment, est très importante. Voilà, et ça part toujours forcément des phases de jeu arrêtées et du mapping. Philippe Spanghero pour Jérôme Daré, entraîneur de l'équipe de France de rugby de France à 7, l'équipe masculine. Ouais, bonsoir Jérôme, on a parlé du jeu, de l'ambition et de la façon dont Antoine s'acclimate à la discipline. Moi j'ai envie de revenir un peu sur la com. On a vu les langues un peu se délier là, suite à la Coupe du Monde. On a senti des joueurs un peu peinés pour Antoine par rapport à toute cette pression qu'il a eu sur les épaules, tout l'engouement médiatique qu'il y a eu autour de lui. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réussi à anticiper pour l'instant? Et est-ce que tu sens un peu d'appréhension chez tes autres joueurs par rapport à cette fenêtre médiatique là qui va s'ouvrir dont vous n'avez pas l'habitude? Ça c'est certain. Puis là, alors, on remercie déjà Antoine de nous rejoindre, d'avoir eu envie
de rentrer dans cette équipe-là. Ça envoie un bon signal aux joueurs, malgré tout. Ça envoie le signal d'un joueur de ce calibre-là, de vouloir en découdre avec eux pour aller chercher une médaille. Donc ça veut dire qu'il doit quelque part, indirectement, il leur fait énormément confiance. Donc ça c'est assez puissant. On sait que derrière Antoine, il y a beaucoup de choses qui poussent, qui arrivent. La médiatisation, la communication externe est très très importante, et c'était un exercice pour nous très important, cette rentrée-là, de pouvoir ouvrir l'accès à l'équipe de France, aux médias, avec la venue d'Antoine. Et notamment de Claude Onesta, puisque l'Agence nationale du sport était présente aussi pour accueillir cet événement et puis encourager l'équipe de France à rentrer dans sa dernière ligne droite jusqu'au JO. Et oui, c'est quelque chose sur lequel on a besoin de travailler, de maturer et de s'expertiser, parce qu'on est soumis à la pression médiatique à l'étranger, mais c'est un petit peu différent. On est loin de nos bases, on n'est pas sur nos territoires, et quand on arrive sur notre territoire, il y a quand même tout un schéma qui amène beaucoup plus de puissance, parce qu'il y a les familles, il y a tout un écosystème autour des joueurs. Donc bien sûr que tout ça va maturer, et ça nous permet de rentrer dans le vif du sujet de manière très concrète. William, auditeur qui a appelé au 0826 300 300, qui est avec nous. Bonsoir William, bonne année déjà. William, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Question pour Jérôme Daré, entraîneur de l'équipe de France A7. Oui, Jérôme, ce qui est intéressant là, sur l'arrivée d'Antoine Dupont, c'est est-ce que tu as déjà ressenti un leadership particulier, ou cette habitude, cette culture de la victoire qu'Antoine peut apporter, ou c'est un petit peu tôt? Non, c'est encore un peu tôt pour ça, et on a des joueurs assez solides, on a des leaders dans l'équipe aussi qui sont là pour fabriquer tout ce que tu viens d'évoquer, William, mais je te remercie d'ailleurs de cette question qui est super intéressante. On verra au fur et à mesure, et Antoine, il a besoin d'apprendre le jeu auprès des autres joueurs notamment. Ces joueurs-là ont besoin de l'accompagner aussi à comprendre les mécanismes et les petits tips et les codes du rugby à 7, en sachant qu'on décrypte jamais vraiment suffisamment et assez bien le rugby à 7. Quand on pense qu'on l'a bien adopté, dompté, c'est là où il vous surprend, et c'est là où il vous bouscule, comme quand on va se baigner à l'océan par exemple. Quand il est calme, peut-être que le danger arrive de là où on ne s'y attend pas. Donc c'est un peu la même chose pour Antoine en ce moment. Il a une observation, il est un peu tôt pour prétendre dire qu'il y aura une forme de leadership positionné, mais ça transpire chez lui, et puis on verra quand il aura bien adopté les codes de ce jeu, comment les choses vont se construire. Voilà, on va laisser l'équipe se construire autour de cette venue, tout autant que les autres joueurs entrants vont nous rejoindre aussi, parce que l'équipe de France de rugby à 7, c'est 12 joueurs sur un tournoi, mais sur une saison régulière, c'est plus de 30 joueurs utilisés quand même. Il y a quand même 10 tournois, et on va essayer de concerner tout le monde de la meilleure des façons pour tirer le maximum de potentiel autour de cette effervescence d'Antoine, bien évidemment, mais pas que, parce que la notion d'équipe est primordiale, et chaque joueur est important quand on n'est que 7 sur le terrain. Alexandre, dernière question, on va passer aux filles dans quelques instants. Dernière question à Jérôme Daré, l'entraîneur de l'équipe masculine de France A7, pour quelques secondes. A priori, on imagine qu'Antoine Dupont devrait participer à Vancouver et Los Angeles. Sud Radio y sera pour poursuivre évidemment tout cela comme chaque année. Jérôme, est-ce que Antoine Dupont va passer par le même processus de sélection pour se qualifier pour les Jeux Olympiques, pour faire partie de l'équipe de France pour les Jeux Olympiques, ou est-ce que c'est déjà acté que s'il est en forme, il sera sélectionné? Non, mais déjà, Antoine, il faut qu'il découvre la discipline, voilà, et il va la découvrir à Los Angeles, Vancouver, et à Madrid forcément à l'arrivée. Ça c'est calé sur le papier. Par contre, c'est ce qui est calé sur le papier. Par contre, il faut que ça lui aille aussi. Il faut qu'il se sente bien dans la discipline, et il faut qu'il en comprenne les codes. Voilà. Après, le choix se fera en fonction de sa performance. C'est pas moi, ou c'est pas Antoine Dupont qui va décider de faire les jeux ou pas à l'arrivée. C'est le rugby à 7 qui vous sélectionne quelque part et qui vous impose son exigence et sa précision. C'est un jeu où il y a beaucoup de dramaturgie, où il y a beaucoup de contraintes. Alexandre, tu le connais très bien, ce jeu-là, et on s'y verra certainement à Los Angeles, j'espère. On s'y verra, oui. Ouais, parce que Alexandre est souvent à Hollywood. Mais enfin, je préfère, je préfère juste m'arrêter là. Mais voilà. Je lui fais un petit clin d'œil parce qu'on le rencontre à chaque fois, et c'est très sympa, parce que on se sent un petit peu chez nous en France aussi. Bon. Quand on a mais c'est l'ami des stars, attention. Voilà, mais c'est très important d'attendre de voir comment ça va se passer sur le terrain. Et je veux souligner une chose, il faudra aussi être assez indulgent, parce que c'est un jeu
il faut avoir l'habitude. Il faut aussi expertiser, et à partir du moment où on aura fait 1 ou 2 tournois, on pourra évaluer les choses. Mais tant qu'on n'a pas passé ce cut-là, c'est assez difficile de prétendre les choses. Même si Antoine a un standard de joueur forcément très très élevé. On va suivre bien sûr ça sur Sud Radio comme beaucoup, mais effectivement, Jérôme Daré, on va te souhaiter une bonne année 2024. Voilà, avec cette belle montée en puissance et puis ces blocs de tournois qui vont arriver. Pour Antoine Dupont, ce sera à partir de Vancouver en février. Merci Jérôme. Dans quelques instants, place aux filles avec David Courtex, l'entraîneur de l'équipe de France féminine, et puis l'info à venir dans Au cœur de la mêlée. À bientôt Jérôme Daré. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée pour parler de toute l'actualité sportive. Dans une heure, ce sera Toulouse qui affrontera Lyon. C'est la 12e journée du top 14 et on va aller faire un petit tour du côté de Toulouse. Je suis en train de caler les choses par SMS pour notre prochain invité. Voilà pourquoi je suis un petit peu perturbé. Mais Yoann Huget est encore avec nous, Philippe Spanguero également est au cœur de la mêlée, Alexandre Priam également, et puis vous au 0826 300 300. Je crois que William est avec nous, il sera encore avec nous pour parler bien sûr. de avec une petite anecdote très marrante. D'ailleurs de William. Eh bien voilà. Tiens, un petit tour à Toulouse pour retrouver Rémi Mességuet. Toulouse face à Lyon. Salut Rémi. Salut François, salut à toutes et à tous. Bonne année, meilleurs vœux François pour cette année 2024, meilleurs vœux à nos auditeurs et auditrices. Et une année qui doit commencer sur les chapeaux de roue pour deux équipes en rouge et noir ce soir, le Stade Toulousain et Lyon. Deux équipes qui n'ont pas trop le droit à l'erreur vu les résultats de l'après-midi. Ouais, c'est vrai. Pression. Alors oui, pour Toulouse, c'est pour entrer dans le top 6, et puis Lyon, c'est pour pas être attiré vers le bas, parce que là, quand même, ça commence à chatouiller là. Alors on se parle, François, les Toulousains sont 8e et les Lyonnais sont barragistes. Ils sont barragistes suite au résultat de l'après-midi, les Lyonnais. Donc c'est une donnée à prendre en compte. Et les Toulousains, alors en cas de victoire, ils pourraient bien entrer dans le top 6. Mais à l'heure actuelle, ils sont à 3 points de la 6e place. Donc défaite interdite pour une des deux équipes ce soir. Malheureusement, il y aura normalement un perdant. Oui, et il y aura aussi une grosse équipe côté toulousain. Juste faites-nous saliver avec quelques internationaux. Match qu'on va vivre en direct en intégralité sur Sud Radio. C'est simple, des internationaux, il y a des retours un petit peu au niveau de toutes les lignes. Il y aura par rapport au match de La Rochelle la semaine passée, on peut noter le retour de Julien Marchand au talonnage, Emmanuel Meafou en 2e ligne, Anthony Gelon en 3e ligne, une charnière Dupont-Ramos, et on laissera un petit peu de surprise sur les autres postes. Allez, voilà, c'est le fameux teasing de Rémi Ségué. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette 12e journée. Toulouse face à Lyon, match en direct en intégralité sur Sud Radio. Bien évidemment, on reviendra sur le top 14, mais retour quand même sur le Seven. Johan, avant de parler des filles, juste quand même, je voulais m'arrêter sur les échanges qu'on a eu avec Jérôme Daré, l'entraîneur de l'équipe masculine, et donc déjà super intéressant. Ouais, super intéressant. Et puis aussi quand même sur on va dire l'adaptation d'Antoine Dupont. Comment toi tu la vois? Parce que c'est vrai qu'Antoine Dupont est un joueur exceptionnel, mais c'est vrai que par exemple qu'au Seven, physiquement, des joueurs qui vont vite, tout le monde va vite au rugby à 7. Ça va être quoi sa force par rapport au 15? On sait qu'il est très athlétique, très explosif, très rapide, mais à 7, ça va être quoi son point fort selon toi? Son point fort, c'est toujours du 15 au 7, même s'il y a une grosse différence, mais c'est sa capacité à voir les situations plus vite que les autres. C'est là où il fait sa différence. C'est oui, physiquement, mais le fait on l'appelle le ministre de l'Intérieur parce qu'au-delà de marquer beaucoup d'essais, c'est qu'il avait pigé que sur ses courses, il va être intelligent sur ses courses, il va être intelligent sur ses phases de repos ou d'accélération, gérer son effort. On a affaire à un garçon au-delà du joueur de rugby qui est très intelligent, qui aime le rugby, donc il va se perfectionner déjà en images, il fait beaucoup d'images, il va regarder tout ce qui peut se faire et il va surtout regarder les meilleurs. Ouais, William, toujours avec nous, notre auditeur passionné. William, toi, t'en penses quoi justement de ce QI rugby de Dupont, le 15iste? Est-ce qu'il, en 3 tournois, il va pouvoir, selon toi, y arriver? Moi, j'ai pas de doute. Je me fais un peu l'avocat du diable.
Non, je te rejoins là-dessus. Pas de doute, parce que s'il y en a un qui est capable aujourd'hui avec l'équipe de France à 15, qui est capable de franchir le cap, c'est bien évidemment lui. Il a une progression au cours de sa carrière énorme. À Castres, il était capable de faire des coups. Là, de devenir gestionnaire, il l'a fait. On l'a dit maintenant, il faut que tu joues au pied. Il tape des deux pieds, il traverse le terrain. C'est avec qu'il techniquement a des facilités, puis qui a du bulbe terrible et plus que les autres. Et il a quand même dans le staff là, Jérôme Daré. N'oublions pas qu'il a connu un peu le même parcours là, qui jouait David Mêlé, qui joue David Mêlé à Dax, qui faisait du Seven, qui faisait du 15. Donc il connaît par cœur ces passerelles et ce dont éventuellement Antoine peut avoir besoin. Donc c'est quand même le joueur capable d'y arriver aujourd'hui sur l'échiquier français. Et puis avec l'accompagnement là de deux vrais spécialistes du Seven, dont un qui connaît ce double profil. Donc les conditions sont quand même plutôt réunies pour que ça fonctionne. Mais du coup, je me pose la question. Arnaud Ray me dit, voilà, par messagerie, qu'il s'est un petit peu entraîné en 5, donc en demi d'ouverture sur le rugby à 7, en tournant avec Paulin Riva. Est-ce que c'est plus un 4 ou un 5, un demi de mêlée ou un demi d'ouverture dans le rugby à 7, selon toi, William? Et quelle nuance avec le 15? Il va pouvoir couvrir ces deux postes. Le rôle du numéro 4 au rugby 7 a des spécificités défensives, avec un rôle notamment de libéraux, où il peut être amené à défendre seul face à des joueurs qui auraient franchi, où il est complètement capable. La différence, c'est qu'au rugby à 15, lorsqu'il défend au numéro 9, on le voit régulièrement aller chercher et parfois monter en défense, vraiment en premier défenseur pour couper les attaques. Sur la partie défensive, il y aura une différence. Après, l'avantage d'Antoine, c'est qu'en numéro 5, c'est-à-dire l'équivalent du poste d'ouvreur, si on compare avec le rugby à 15, il a quand même cette capacité à déplacer, à avoir ces très longues passes déjà naturellement, et donc à pouvoir faire jouer ce numéro 6 et ce numéro 7, donc le centre et le joueur en position dédiée. Il est capable de mettre beaucoup de largeur des deux côtés. Donc il peut être utile à la fois sur ce rôle de 4 leader, même quand c'est chaud, et en numéro 5 pour aller très très vite sur les extérieurs. Ouais, et défensivement également, ce sera aussi intéressant à suivre surtout les garçons et les filles. David Courtex est avec nous, l'entraîneur de l'équipe de France féminine de Seven. Bonsoir David. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en direct sur Sud Radio. Tout d'abord, meilleurs vœux pour cette année. On en parlait avec Jérôme Daré, qui sera un peu exceptionnelle pour vous. C'est une année. Voilà, vous étiez impatient d'arriver à cette année 2024. Oui, alors meilleurs vœux également. Oui, nécessairement. Alors moi, bien sûr, le staff, bien sûr, mais les filles surtout. Forcément des Jeux Olympiques à Paris, donc oui, ça revêt une importance toute particulière pour nous. Voilà, alors Yoann Huget est autour de la table, Philippe Spanghero également, Alexandre Priam, bien sûr, toute l'équipe Sud Radio est là, parce que pour vous c'est la rentrée le 8 janvier je crois, c'est ça, c'est lundi, et direction ensuite l'Australie pour le deuxième bloc de tournoi de la saison. Ça a plutôt bien commencé quand même, les filles, elles ont commencé tellement fort, du bronze et de l'argent, elles se sont un peu mis la pression là pour automatiquement faire une médaille à Paris. Là, tout le monde va attendre la consécration devant le public parisien. Oui, bon, je vois d'abord que vous êtes très bien renseigné, puisque la rentrée est bel et bien le 8 janvier, et qu'on partira à Perth le dimanche d'après. Oui, la pression, ça fait quelques années quand même que les filles tournent plutôt bien et qu'elles sont plutôt régulières. Et puis la pression à Paris, de toute façon on se l'était mise depuis un moment et puis on s'y attendait un petit peu, puisqu'on était de toute façon identifié comme une équipe a priori médaillable. Voilà, je crois sur les 2 premières étapes de la saison, les filles elles ont juste confirmé tout le bien que les gens ont raison de penser d'elles, et puis le potentiel des pieds de cette équipe qui s'affirme maintenant depuis pas mal d'années. C'est une équipe qui a mûri, c'est une équipe qui s'est affirmée. C'est une équipe qui s'est beaucoup émancipée, qui s'est beaucoup affranchie des chaînes psychologiques qu'elle s'imposait de temps en temps. Donc, pour l'instant, à mon avis, elle est plutôt dans le ton de ce qu'on attend d'elle. Et effectivement, les deux premiers tournois de la saison ont confirmé plutôt ça. Ouais, Dubaï et le Cap. William, notre auditeur passionné de rugby, est avec nous en direct sur Sud Radio. Et William, j'ai l'impression que vous connaissez bien le Seven et son entraîneur de l'équipe féminine. Oui, j'ai eu la chance donc d'affronter l'équipe de France lorsque je m'occupais
en tant que consultant d'une section internationale. On avait affronté en finale l'équipe française au Grand Prix Série de Marcoussis. Finale perdue sur le score de 10-7, où David était déjà en place sur ce projet. Et on a eu la chance donc de les affronter. Et voilà, on apprend énormément quand on voit la construction du projet sur plusieurs années, et puis de voir ce qu'était capable de produire l'équipe de France. Et il y avait un tournoi qui était d'un niveau intéressant, et une finale qui fait sous toutes ses promesses, avec un match plutôt fermé, puisque 10-7 c'est pas un score énorme au 7, mais on avait vu des choses intéressantes vraiment sur l'engagement, sur les stratégies défensives, et c'était extrêmement enrichissant, extrêmement intéressant pour nous. Ouais, et combien d'années, David, que tu es à la tête de l'équipe de France féminine? Grosso modo, je suis arrivé fin 2009, début 2010, donc oui, j'ai vu. Oui. Ça fait un petit moment. Ça fait longtemps. Voilà. Ça fait longtemps, ça fait un petit moment. Ouais. Ça fait un petit moment. David, je me posais la question parce que je me suis refait un petit peu le tournoi du Cap, et cette victoire face à la Nouvelle-Zélande, est-ce qu'elle a débloqué quelque chose? Parce que c'était quand même pas évident, hein. Il y avait 8 défaites face aux Black Ferns consécutives, et là ce succès en demi, est-ce qu'il a ouvert des opportunités? Est-ce que vous avez notifié des choses, vous, en tant que sélectionneur? Oui, alors moi je pense qu'effectivement, oui, il y a un petit verrou qui aura sauté. Je crois que ça fait un petit moment qu'on était sur cette voie-là, et que les filles sentaient que les Néo-Zélandaises étaient à notre portée. Je pense quand même que cette victoire dans une demi-finale, avec pas mal de pression pour elles, et puis quelque part l'envie de confirmer pour nous la grosse performance de Dubaï, aura débloqué pas mal de choses. Le haut niveau, c'est souvent une affaire de tête. Je pense que ça fait un moment qu'on avait les armes pour rivaliser sur le plan technique et sur le plan tactique, même si ça reste pour moi aujourd'hui la meilleure équipe du monde. Mais je crois qu'au niveau psychologique, de temps en temps, on attaquait sans avoir l'intime conviction du fait que ça pouvait le faire. Aujourd'hui, je pense que de ce point de vue-là, oui, il y a un cap qui est passé. Cette demi-finale aura participé à pousser un petit peu plus le bouchon. Je crois quand même que sur les dernières années, on avait pris conscience peu à peu que c'était faisable. Yoann Huget, peut-être pour David Courtex, entraîneur de l'équipe féminine l'équipe de France féminine de rugby à 7. Oui, bonsoir David. Juste pour revenir sur ce que tu juste viens de dire, on sent une équipe de France féminine décomplexée de jouer face à des nations peut-être sur le papier supérieur. Mais au final, vous nous faites plaisir à chacune de vos sorties, et on sent une confiance extrêmement en ce projet de jeu, au groupe, et c'est quel a été ce déclic? Parce que c'est pas nous, c'est tout nouveau, mais on sent qu'il y a une marge de progression, et on sent que surtout votre groupe a basculé d'un point de vue mental et physique. Bon, alors, encore une fois, je crois que ça a été une construction, comme c'était souligné tout à l'heure, ça fait un moment que je suis là. Donc, je crois que ça s'est construit pas à pas. C'est quand même un projet dans lequel on nous a laissé travailler assez sereinement depuis des années, dans lequel les filles se sont inscrites sur la durée, puisqu'on a un effectif quand même qui s'est mûri encore une fois de saison en saison, avec peu de changements, des petits apports au fur et à mesure. Et puis, j'ai envie de dire qu'au niveau du jeu, ça a été un petit peu pareil. Alors, on s'est souvent construit, nous, comme la plupart des sports collectifs français, autour d'une énorme défense et d'une capacité à contrer. Je crois que là où on a progressé, comme tu le soulignais, c'est sur la capacité à utiliser le ballon, à être plus complète, et puis je crois à être beaucoup moins perturbé par les événements, perturbé par les scénarios de match. En gros, je crois qu'à l'image de ce que je disais tout à l'heure, pour moi on a beaucoup mûri, et ce qui se dégage sans doute, ce que tu soulignais tout à l'heure, c'est une espèce de sérénité. C'est-à-dire que face aux événements, je nous trouve beaucoup plus sereine qu'avant. Et y compris quand on a à subir une défaite, je trouve qu'on les affronte de façon plus intelligente, et que quelque part pour nous c'est souvent l'occasion de progresser un peu plus et de passer un cap supplémentaire. Je crois que c'est essentiellement là pour moi qu'il s'est passé quelque chose, et c'est sans doute pour ça que l'équipe dégage aujourd'hui
cette espèce de faculté à s'adapter un petit peu à tout et ce sentiment de ne jamais réellement s'affoler dans un sport quand même dans lequel c'est pas toujours évident de le vivre comme ça. Ouais, on rappelle, David, et avant de donner la parole à Philippe Spanghero, que les Françaises, enfin votre équipe, David, a été quand même médaille d'argent à Tokyo en 2021, donc il y a 3 ans, et avait perdu cette finale de mémoire contre la Nouvelle-Zélande, donc d'où le déclic dont tu parlais, David, sur le tournoi du Cap et cette victoire contre les Néo-Zélandaises, les Black Ferns. Philippe Spanghero pour David Courtex. Oui, bonsoir David. Moi j'ai une question qui concerne un peu toute cette période de préparation parce qu'on connaît moins bien le rugby féminin et surtout ce qui se passe ailleurs dans le monde. Par rapport aux autres grandes nations, est-ce que vous considérez avoir les mêmes moyens en termes de mise à disposition de joueuses, de nombre de joueuses et de durée de préparation? Est-ce que tu considères que tu as tout ce qu'il vous faut sous la main pour être performante au moment des Jeux? Oui. En toute honnêteté, de ce point de vue-là, je crois que nous, en France, on fait partie des gens qui ont les moyens de se préparer de façon optimale. Alors, je crois que c'est le cas de la plupart maintenant des grandes nations féminines, que ce soit en rugby à 7, et c'est vraiment en train de venir aussi en rugby à 15. Mais aujourd'hui, oui, on fait partie des gens bien traités. Il y a plus de 20 joueuses professionnelles aujourd'hui qui s'entraînent régulièrement à Marcoussis en rugby à 7. On a un effectif de qualité, on a un effectif dense, on a un centre national de rugby qui pour moi n'a pas d'équivalent au monde, parce que nous on a la chance de voyager énormément. Les filles à disposition, les filles qui sont bien accompagnées à tous les niveaux, que ce soit au plan sportif, au plan socio-professionnel. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'on peut pas rêver mieux aujourd'hui que la situation de la France. Et pour discuter avec les plus grandes nations au monde, je crois qu'on fait vraiment partie des gens qui sont plutôt bien lotis à tous les niveaux. On pourrait bien sûr toujours espérer mieux, mais franchement non. Je crois que il y a pas à se plaindre à ce niveau-là. Ce serait extrêmement malhonnête de ma part de dire le contraire. Et voilà. Je crois que ça fait un moment que ça dure. Ouais. Et ben voilà, David Courtex, ça c'est un mot de la fin positif, un entraîneur satisfait, heureux, et surtout, on espère que ça va se concrétiser dès le prochain tournoi, donc à Perth, en Australie. Ouais. Alexandre. Et pour suivre toute l'actualité du 7 en France, sevensrugby.fr. C'est vraiment le site de référence animé par notre journaliste Arnaud Ray, notamment sevensrugby.fr. Voilà, c'est vraiment une référence sur le rugby à 7 en France. Et sans faire trop d'autopromo, aussi Sud Radio, parce qu'on suit le Seven très régulièrement sur notre antenne. Merci David, bonne année encore, et puis bonne reprise à partir de lundi, donc à Marcoussis avec les filles pour cette année 2024 que l'on attend avec impatience pour le rugby à 7. À bientôt en tout cas sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, on va parler du 15 de France un peu, mais aussi de la Pro D2 avec un homme qui connaît ces deux mondes. C'est Jean-Frédéric Dubois qui sera avec nous, l'entraîneur de Dax. Restez bien sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Avec vous les passionnés de rugby au cœur de la mêlée, Yoann Huget, Philippe Spanghero, Alexandre Priane, toute l'équipe Sud Radio est là pour parler de Seven. On l'a fait pour se projeter sur le Toulouse-Lyon. Suite de la 12e journée, ce sera un petit peu plus tard sur notre antenne à partir de 21h05. Mais aussi pour revenir sur les temps forts du week-end et notamment sur la 15e journée de Pro D2. Hier, Dax a battu Montauban 7-0. Et on voulait revenir sur cette performance avec l'entraîneur en chef de Dax, c'est Jean-Frédéric Dubois. Salut Jeff. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Salut. Merci d'être avec nous. 7-0. Moi j'ai dit à Alexandre, il faut absolument qu'on parle à 0-0. Ouais. À 0-0, tu m'as dit, si ça reste comme ça, demain on casse le conducteur. Non mais c'est vrai. Et dans la seconde, il y a eu un essai. Ouais, et c'était à la 70e, Jeff. 76. Et voilà. Et en tout cas, cette victoire, elle est comptablement précieuse. Mais du coup, quand même, qu'est-ce que tu as pensé, toi, Jeff, qui est quand même un ancien, joueur apôtre du beau jeu, entraîneur qui a un message offensif. Qu'est-ce que tu t'es dit à 0-0 comme ça jusqu'à la 70e minute?
Eh bien justement, je me suis posé la question à un moment donné, je me suis dit, je crois que j'ai jamais vécu ça. et je me suis dit, si vraiment ça reste à 0-0, là, on va rentrer encore dans l'histoire. Bon. Voilà, je me suis posé la question à 70e, mais bon, je me suis dit quand même, malgré on a vu quand même quelques occasions, je me suis dit, on va réussir à marquer au moins une pénalité ou quelque chose, quoi. Et ça s'est passé. Tiens, petite question à Johan, à Philippe, à Alexandre, vous avez déjà vécu un 0-0? Jamais. Jamais, Philippe, non? Ouais. Dans le rugby pro en France, c'est jamais arrivé en tout cas. Non, mais même vous, à titre personnel, voilà, moi j'en ai vécu un. Attention. Ah ouais. Junior Échelle. 0-0. Junior Échelle, Bègle contre Toulouse, à Musard, 0-0. Oui. Bon, le ballon était en cuir à l'époque. Voilà, les maillots. Voilà, mais bon, bref, il y avait eu 0-0. Quelques joueurs à l'hôpital de chaque côté, mais en d'accord, tout cas, je vois le genre de match. C'était un 0-0. T'as joué contre Philippe alors? Non, je crois que c'était Hugues Murin notamment, cette génération-là. Et voilà, donc petite parenthèse refermée. Revenons quand même avec toi, Jean-Frédéric, Jeff Dubois, voilà, parce que Dax quand même réussit sa saison en Pro D2 là. Enfin, pour l'instant, c'est 15 journées, on est quasiment à la moitié. Oui, c'est quand même plutôt positif là, ce début de saison. Non, c'est très encourageant. On est à la moitié du championnat, puisqu'on a fini les matchs allés hier. Ouais. Et on est en position, à la 11e position. Bon, après, tout est serré. Il suffit de perdre un ou deux matchs d'affilée, et puis on se retrouve à la 14e. Mais en tout cas, moi, je regarde beaucoup le classement britannique, et on est positif au classement britannique. On est à plusieurs. Donc, c'est surtout ça qui m'intéresse. Et franchement, c'est très encourageant pour la suite de la saison. Ouais. Mais rien. Jeff, il y a le classement britannique, et puis il y a les adversaires que vous avez notamment reçus, parce que vous n'avez pas reçu entre guillemets des équipes un peu plus, on va dire, qui jouent le maintien. Vous avez joué du lourd. Ouais. Vous avez joué Grenoble, vous avez gagné. Vous avez joué Colomiers, vous avez gagné à domicile. Vous avez battu le Stade Montois à domicile, ça c'était quand même un moment très fort. Vous avez battu à domicile aussi Nevers, et puis là Montauban, Valence-Romand. Voilà, il y a quand même eu du lourd qui est venu du côté de Boyau, et vous imposez quand même très régulièrement à domicile. Oui, non, mais c'est sûr, c'est très positif. Après, ce Pro D2, c'est un marathon, donc on peut pas se contenter de gagner que les matchs à domicile et d'essayer de faire tomber les gros. On aura aussi des matchs difficiles parce qu'on va recevoir des équipes qui vont jouer le maintien, et ce sera aussi dur que les grosses équipes au final. Et on va se dépasser aussi chez les gros. Donc si on veut s'en sortir, il faut qu'on arrive à glaner quelques points aussi à l'extérieur encore, ce qu'on a pu faire sur la première partie de la saison. Donc c'est ça qui me dit que c'est encourageant et qui me dit qu'on peut réussir à se maintenir, quoi. Philippe Swangaro pour Jeff Dubois, peut-être une remarque, une question. Ouais, alors salut Jeff, d'abord une remarque et une question. Alors sur la remarque, c'est vrai que ce championnat est hyper dense, on le dit tous les ans, et très serré, mais là malgré tout, quand je regarde le classement, vous êtes à 2 points du top 6, et derrière quand même à 9 points du premier relégable. Donc vous vous êtes mis en situation de regarder même plus vers le haut que vers le bas, ce qui était certainement pas dans le scénario en début de saison. Et ensuite une question, on a senti vraiment un début de saison très compliqué parce que vous aviez quitté ce championnat il y a longtemps et que vous avez recruté avec peu de moyens, sans offense, parce que c'est toujours comme ça et que ça se fait tard. Et il y a un match que j'ai en tête, c'est ce match contre Mont-de-Marsan, on le commentait, et on s'est dit ça va craquer, on sentait que vous étiez un peu en difficulté, et puis finalement ça craque jamais, et j'ai l'impression que c'est vraiment un match fondateur qui lance la saison. Est-ce que j'ai la bonne vision des choses ou pas? Oui, oui et non, parce qu'en fait on a mis 2 matchs à se mettre dans le rythme de la Pro D2 et au niveau de la Pro D2, où on avait pris 40 points contre Aix à domicile, et puis la défaite à Rouen. Derrière, on avait reçu Grenoble qui était pas très bien à ce moment-là, donc du coup on a réussi à en profiter. Ce match de Mont-de-Marsan, moi c'était le derby, donc il y avait beaucoup de choses autour de ça, donc et c'est vrai que
on a réussi à rivaliser physiquement, logistiquement, sur le jeu au pied aussi, parce que Marsan, quand même, là-dessus, ils sont très bons aussi. Donc ça a mené beaucoup de confiance, parce que derrière, on va chercher, en changeant beaucoup de gars, on va chercher une victoire à Biarritz. Bon, c'est un tout, ouais. On essaye, du moins avec le staff, on essaye de créer un certain état d'esprit, que ça fait 1 an et demi que j'y travaille avec le groupe que j'avais en national, parce que j'ai gardé quand même beaucoup de joueurs de national qu'on a renforcés avec les moyens qu'on avait, comme tu dis, Philippe, parce qu'on est quand même le plus petit budget. Mais on a réussi à créer quand même un état d'esprit, une âme, et voilà, on arrive à s'en sortir, et je trouve qu'on progresse aussi au fur et à mesure logistiquement, que ce soit offensivement ou défensivement. Ouais, et pour toi, Jeff, quand même, c'est aussi une aventure d'être manager numéro 1. Voilà, comment tu vis ça, et quelles sont tes ambitions personnelles, même si je sais que ce mot doit t'écorcher l'oreille. Non, mais très bien. Moi, je l'avais vécu quand j'ai débuté à Massy, mais bon, c'est pas un poste que je recherche obligatoirement, hein, mais c'était le moment où je voulais rester. C'était un projet familial avant tout, donc je voulais rester dans le coin parce que j'étais à Bayonne avant, et donc j'ai refusé d'autres propositions qui étaient un peu plus loin de la maison, de là où j'habite. Et puis c'était un club aussi qui me tenait à cœur, puisque j'ai joué pendant 4 ans. Voilà, il y avait tout à reconstruire. J'avais aussi dans l'idée d'aller au bout d'un projet propre à moi sur l'animation offensive, comme tu disais au début, François. Voilà, que j'aime ça, même si on doit s'adapter aux conditions. Donc ça, c'est le plus de mon équipe. Voilà, bon, c'est un projet qui me tient à cœur, mais qui peut s'arrêter. C'est comme tout, ça peut s'arrêter à tout moment. Et bon, pour le moment, ça se passe bien, et puis on verra par la suite. Bon, voilà, je sais qu'on est déjà en retard. Maxime, il me fait des grimaces. Voilà, moi je pourrais comme ça poser plein de questions. Un petit regard, juste pour terminer, Jeff, sur l'équipe de France de rugby là qui va débuter son tournoi dans quelques semaines. Voilà, comment tu vois, toi, l'ancien entraîneur des arrières du 15 de France, ce tournoi 2024, voilà, et la trace qu'aura laissé la Coupe du Monde, comment tu le vois avec ton regard de manager et d'ancien? Je pense que pour avoir vu des joueurs après évoluer, par la suite il y a quand même une cicatrice, donc voilà, je pense qu'il va falloir que Savignac trouve des arguments pour effacer tout ça, pour qu'on puisse faire un bon tournoi. Je sais pas, je pense que ça risque d'être difficile à mon avis, dans un premier temps. Mais parce que c'est toujours plus difficile un tournoi après une Coupe du Monde, et une Coupe du Monde comme ça où on espérait tous qu'ils soient champions du monde, et je pense qu'ici vous voyez pratiquement tous. Voilà, il faut savoir encaisser cette défaite contre l'Afrique du Sud. Voilà, il faut se remettre en question, et c'est là où l'interrogation est liée, parce que je suis un peu comme tout le monde. J'attendais aussi moi des réponses sur certaines choses, et je suis pas satisfait de l'interview de Fabien. Voilà. Même s'il a fait pendant 4 ans, il a fait du très bon boulot, et ça, je suis le premier à le reconnaître. Là, on a forcément envie de poser une autre question, Alexandre. Ouais. Je te laisse le soin de relancer, si tu veux, puisque quitte à avoir débordé. Hein, tu veux que je déborde encore plus? Oui, voilà, allez. Faudra pas déborder 45 en revanche. Très bien. Maxime, pas de questions. Invitons Jeff au qui je suis, qui voit un peu voilà, qui tutoie s'il veut, Jeff, si tu veux, tu peux participer au qui je suis dans un instant, si t'en viens. Ouais. Là, Jeff, c'est le jeu, c'est le jeu. Ah bah allez, vous savez quoi? On garde Jeff.
Allez, c'est parti. Non, d'accord. Allez, on enchaîne, mais quand même, moi, je veux juste terminer, Jeff, sur ce que tu disais. Bah oui, voilà. Qu'est-ce que tu penses qu'on doit modifier, on va dire, sur le plan du jeu, hein, je parle pas de la com ou d'autres choses, mais sur le plan du jeu pour justement faire un bon tournoi et bien attaquer ce tournoi contre l'Irlande? Je pense qu'il y a quand même une assise sur le projet de jeu qui a été quand même beaucoup de dépossession et que cette assise-là, avec une bonne défense, elle est en place. Moi, je pense que ce serait intéressant d'évoluer sur l'aspect offensif. J'ai lu les All Blacks là, qui travaillent sur une nouvelle défense. Voilà, donc ils sont dans l'évolution perpétuelle, les Blacks, et je pense que pour pas avoir de retard, il faut que nous aussi on essaye de trouver des choses différentes, quoi. Voilà. Mais le staff a changé aussi, donc je suppose que les nouveaux hommes dans le staff vont amener des choses différentes qui va faire que, parce qu'on a quand même un groupe de joueurs qui savent jouer au rugby aussi, qui sont pas que dans la dépossession. Ça, ils l'ont. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui a été bien fait pendant toute la Coupe du Monde. Ce qui manque un peu, je pense que si on rajoutait un aspect offensif un peu plus développé, je pense que ça nous permettrait de basculer sur autre chose. Voilà. Voilà. Mais tout à fait, mais cet avis compte et il nous intéresse sur Sud Radio. Ce qui nous intéresse aussi, c'est le qui je suis. Et si vous voulez savoir ce que c'est, voilà, nous serons 4, dont Jeff Dubois qui sera avec nous. Et attention, la concurrence sera là. Il y aura Yoann Huget, Philippe Spanghero, il y aura Alexandre Priam, il y aura Jeff Dubois. Tout le monde est là. À tout de suite sur Sud. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Et avec vous, bien sûr, les auditeurs Sud Radio, les passionnés au cœur de la mêlée, bien sûr, pour un moment que tout le monde attend, avant Toulouse-Lyon, 21h05, le grand direct de ce soir avec des enjeux entre ces deux clubs qui jouent en rouge et noir. On vivra ça sur Sud Radio. C'est les mêmes couleurs d'ailleurs que Sud Radio pour l'anecdote. Mais tout de suite, le qui je suis, Alexandre. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, présentez-vous. Présentez-vous. Les gars, qui je suis? C'est moi. C'est moi. Je suis un monsieur. Ça, c'est se présenter. Ils sont 4 à participer ce soir. Philippe Spanghero, qui est le champion en titre d'ailleurs, et Yoann Huget, François Trio et Jeff Dubois. Jeff, tu es notre invité. Je suis désolé. Ouais, je sais que ça te fait du mal, Yoann. Pour participer, c'est très simple. Je vais donner quelques indices sur un joueur. Le but, c'est de trouver le joueur. Et pour donner une réponse, il faut que tu dises Jeff, pour qu'on te donne la parole et que tu donnes la réponse. Il y aura 2 personnes qui iront en finale. Pour aller en finale, il faut avoir 2 points. Et attention, Jeff, il n'y a rien à gagner. Non, il n'y a rien à gagner. Vous êtes prêts ? Je suis né à Aurillac en 1973. J'ai commencé d'ailleurs, François. Sébastien Viers. Non. J'ai commencé à Aurillac, puis je suis ensuite allé à l'US Dax, 92-97, avant d'aller ensuite à Brive, 97-99. François. Olivier Magne. Olivier Magne. 1 point pour François. Ah putain. Ouais, fort. Ouais, je crois que j'ai pas été mal. Pas mal. Fort. Ouais, ça a été rapide. Je suis né à Aubenas en 1979. François. J'ai commencé chez les... Oui. Rémi Martin. François Trio qualifié pour la finale déjà. Tu l'as fait il y a 15 jours, Rémi Martin. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je l'ai pas fait depuis très longtemps, Rémi Martin. Je te le promets. Incroyable. Donc François est déjà qualifié. Ça, c'est très très fort. Je suis très impressionné. Je suis né à Lille en 1981. J'ai commencé chez les jeunes à Lille, avant d'aller à Libourne, Lormont, et puis le CABBG, où j'ai d'ailleurs commencé ma carrière chez les pros. 2002-2003, avant d'aller à Montpellier 2004-2006, Dax 2006-2009, le Munster 2009-2010, le Racing 92 2010-2017. Non, François, t'es déjà qualifié. Et Brive 2017-2018. J'ai 2 sélections en équipe de France.
Je suis aujourd'hui d'ailleurs entraîneur à Chambéry, pour la petite histoire. J'ai entraîneur aussi au Racing. Philippe. Le pilier... Nouro. Non, c'est bien un pilier. Il s'appelle Julien. Yohan UG. Jeff. Brugno. C'est Jeff. Point pour Jeff. Julien Brugno. Un point pour Jeff. De jouer. Franchement, non. Ça va arrêter, franchement, vous faites tout. Je suis né à Agen en 1980, Johan. Je suis né à Agen en 1980. J'ai connu 2 clubs dans ma carrière, Narbonne et Perpignan. Et j'ai été sélectionné à 15 et à 7. Et puis, comme il faut. Je l'ai. Philippe. Putain, non, j'allais dire Farid Sid. Non. Mais c'est un peu le même profil. Yohan UG. Jérôme Fiol. Non. Il était ailier à 15. Je suis sûr qu'en plus il nous écoute. Il doit très mal le prendre. Philippe. Oui, Philippe. Julien Candelon. Point pour Philippe. Il y a donc un point pour Philippe, un point pour Jérôme. Il a joué à Toulouse aussi. Ah oui. Pas chez les pros. Mais bien sûr. Pas chez les pros. Mais bien sûr qu'il a joué chez les pros à Toulouse. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais Et tu ne donnes pas les bonnes infos. C'est pour ça que je n'ai pas pensé à Candelon tout de suite. Oui, bien sûr. Il a joué à Toulouse. J'ai commencé. Je suis né à je révise pendant ce temps. Je suis né à Lavelanet en 1983. J'ai été formé à Toulouse et j'ai commencé chez les pros à Toulouse. Oui. Benoît Baby. C'est donc un point pour Philippe, un point pour Jérôme, un point pour Johan. Celui qui marque le point va en finale. C'est aussi simple que ça. C'est Jeff. C'est Jeff, pardon. Toutes mes excuses. On était avec Jérôme Darret juste avant. J'étais déjà en finale, là. Incroyable. Je suis né à Cordoba en Argentine. J'ai commencé ma carrière chez les pros à Pampas 15 avant d'arriver à Montpellier en 2010. J'y passe 3 saisons. Philippe. Et j'ai poursuivi. Philippe. Rivi. Non. J'ai poursuivi ensuite à l'Aviron Bayonnais. Ah bah oui, on le connaît. À l'Aviron Bayonnais. J'ai 4 sélections, mais j'ai été un héros pour l'Aviron Bayonnais. Ah oui. Yohan UG. Merde. Johan. Jeff. J'ai plus son nom, c'est le buteur. Je l'ai, mais je l'ai pas. Moi aussi, Mon prénom. C'est l'arrière, putain, l'arrière. Mon prénom c'est Martine. Yohan UG. Bustos Moyano, Philippe. Ah bah oui, mais dis de Yohan UG. Yohan UG. Philippe. Voilà. Bustos Moyano. Je suis désolé Philippe, tu n'as pas donné ton prénom. Ça a permis la réponse de Yohan UG. Yohan UG en finale face à François Trio. Voilà. Ah putain, Jeff. C'est mérité pour Yohan. Non, pas du tout. Bon, je raconte. Merci Jeff. C'est incroyable. Merci Jeff d'avoir participé. Respecte les règles, Philippe. Non, mais à 4, c'était la merde. Tu nous as foutu le bordel, Jeff. Là, putain, je regrette de t'avoir invité. Bonne soirée, Jeff. Merci d'avoir participé. Philippe, rends ta couronne, s'il te plaît, avant de partir. Mais Jeff, il s'en va sans écouter la finale. Attends, ah bah non, il peut écouter la finale, Jeff, bien sûr. François, t'as envie de briller en société, toi, je le sens. Il faut 3 points pour remporter cette ceinture. Johan face à François. Les autres n'ont pas le droit de répondre. Philippe est là ? Non, Philippe, il est micro fermé. Je suis né à Nice en 1972. J'ai commencé chez les pros à Nice avant d'aller à Toulon. Puis... Oui, François. Christophe Moni. Ouais. Christophe Moni. Un point pour François. Je suis né à Castres en 1983. J'ai commencé chez les pros à Castres avant d'aller à Montauban, puis de revenir à Castres où j'ai terminé ma carrière en 2019. J'ai joué au total 11 saisons à Castres. François. Oui, François. Yohan UG. Caballero. 2-0 pour François. On va combien, t'as dit ? 3 points. 103. Je suis né à La Seyne-sur-Mer en 1990. François. J'ai commencé... Oui, François. Attends. Je peux quand même... C'est pas Yohan Ficou Non, c'est pas Gaël Ficou. C'est pas Yohan Ficou. J'ai été formé au RCT. J'ai commencé chez les pros au RCT 2010-2013. Je suis arrivé à Montpellier. Oui. Yohan UG. Ah non, Montpellier. Montpellier, Lyon et le Stade Français Paris. Et je vais redevenir un joueur de Toulon l'année prochaine. François, Ivaldi. François,
Ivaldi, victoire implacable. François Trio, 3-0 en finale. Ah oui, là, oui. Ouais. Là, Johan, je suis désolé, mais là, pour le coup, il n'y a rien à dire. Ah, là... Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai non, mais je sais. J'ai rien dit. Je sais, non, mais là, pour le coup, c'est une victoire nette. Tu vois, parfois, tu t'es fait voler. Là, pour le coup... Tant que Philippe a rendu sa couronne, après le reste, je m'en fiche. Bon. La couronne, elle est à François Trio. Bon, on va remercier Jeff quand même d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà, on a fait un peu plus long que ce qu'on s'était dit, mais en tout cas, c'était ça aussi un peu de culture rugby en plus de ce 7-0 hier qui a marqué la 15e journée et la phase allée de la Pro D2. En tout cas, merci Jeff d'avoir été avec nous. J'ai reçu 2 messages pour Johan. J'ai reçu un message de Julien Thomas qui me dit « Rhabille-toi Johan pour l'hiver, mort de rien ». Et puis enfin, Philippe Panguero qui met « Putain la huche, quelle descente aux enfers, triste, les fins de règne comme ça ». C'est un fou ce mec. Et il a vraiment envoyé ça. Je vais faire un screen tout de suite. Attends, il va supprimer. Je fais un screen immédiatement. Voilà. On l'attend pour la finale encore. C'est un fou ce mec, on l'attend pour la finale. Il a vraiment envoyé ça, c'est ça qui est magnifique. Ah, c'est ça l'équipe Sud Radio aussi. Eh ben, on est très heureux d'avoir fait ce qui je suis avec vous.